Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis hyper content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. Rappelez-vous, il y a plus ou moins 1 an et demi, on avait fait sur la chaîne, enfin j'avais fait sur la chaîne un classement des films du Marvel Cinematic Universe. Le problème c'est qu'il y avait quand même pas mal de films, 23 à l'époque, maintenant 24. Et c'est vrai que je me voyais mal à l'époque parler de 23 films d'un coup dans une seule vidéo, faire un top 23 en une seule vidéo. Je me disais, franchement la vidéo va être trop longue, ça va vite vous saouler, même au niveau du montage et tout, je pense pas que j'arriverai à sortir la vidéo à temps. C'est pour ça que j'ai coupé la vidéo en deux parties. Une première partie où je donnais les 13 films du MCU que j'aimais le moins, et une deuxième partie que j'ai sortie du coup juste après, où je donnais mon top 10 des films du MCU. Et aujourd'hui on se retrouve plus ou moins avec le même cas de figure, alors plus pour le MCU évidemment, mais pour la saga James Bond qui compte à l'heure actuelle, depuis quelques semaines maintenant, 25 films, ce qui est évidemment énorme. Et bien entendu, je vais pas vous faire un top 25 en une seule vidéo, je vais le faire encore une fois en deux parties. Aujourd'hui du coup, vous l'aurez compris, on se retrouve pour la partie 1 où je vais vous donner les 15 films James Bond que j'aime le moins. Et on se retrouve d'ici quelques semaines, ce sera pas la vidéo prochaine ni celle d'après, ce sera dans quelques semaines. On se retrouvera pour mon top 10 des films de la saga, donc la partie 2 de la vidéo. Et avant d'entamer le classement, un petit avis global sur la saga, un avis personnel évidemment sur la saga James Bond. Honnêtement, c'est pas spécialement une saga que je porte dans mon cœur. Vous vous en souvenez sûrement, il y a quelques mois, j'avais acheté ce coffret Blu-ray de la saga James Bond, donc des 24 premiers films, pour que je puisse les voir et vous proposer du coup cette vidéo avant que Mourir peut attendre ne sorte au cinéma. Et est-ce que je regrette cet achat? Pas du tout, franchement je vous conseille encore ce coffret évidemment, mais je vais pas vous mentir, ce coffret je l'ai acheté pour pouvoir voir légalement et en VO tous les films James Bond que je n'avais pas encore vus, et il y en avait beaucoup, et c'est vrai que pas beaucoup d'entre eux m'ont convaincu. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les 25 films James Bond, ceux que j'ai vraiment aimé représentent sans doute moins de la moitié, honnêtement. Pour moi, le gros problème de la saga, c'est qu'elle a réussi à se renouveler que bien trop tard, vraiment très récemment, et vraiment pendant plusieurs dizaines d'années, ça a été les mêmes films. Mais c'est juste l'acteur qui changeait et un peu l'histoire, mais sans plus. Mais bref, ne rentrons pas dans les détails tout de suite, on passe à la 25e place du classement, ça fait bizarre à dire quand même, à laquelle j'ai mis du coup ce qui est pour moi le pire film James Bond. Évidemment, il n'y a même pas de débat possible, j'ai vraiment pas du tout aimé ce film. Je parle du film Au service secret de Sa Majesté. Premier et heureusement dernier film en tant que James Bond pour l'acteur George Lazenby, qui du coup remplaçait Sean Connery. Sean Connery est revenu après pour un dernier film et après il est parti définitivement. Mais donc seul film et vraiment heureusement de George Lazenby en tant que James Bond, parce que franchement niveau charisme et même niveau jeu d'acteur, on n'y est pas du tout. Je vous l'accorde, passer après Sean Connery c'est très compliqué, niveau charisme, niveau voilà, c'était déjà une icône à l'époque, et James Bond était déjà une icône à l'époque grâce à Sean Connery, donc c'est vrai que passer à côté de ça c'est chaud, mais merde, faites un effort au niveau du casting, qu'est-ce qui s'est passé? Sérieusement, ce mec n'est pas James Bond. Autant tous les autres acteurs qui sont arrivés après, tu les regardes, tu te dis lui c'est un James Bond, autant Lazenby, pas du tout quoi. Il y a des moments où j'ai cru à une parodie de James Bond, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont mis ce film dans le coffret, c'est une parodie, ça peut pas être un vrai James Bond. Eh bien si, c'est un vrai James Bond, et c'est franchement pour moi le pire, et pas que à cause de George Lazenby. Le film est chiant, il faut attendre 1 heure et demie avant d'avoir les premières scènes d'action, mais vraiment pendant du coup on va dire 3/4 du film, il se passe que dalle. C'est vraiment à la fin où il se passe des trucs, j'ai envie de dire intéressants, mais en vrai non, même pas. Ce qui est cool en revanche, c'est que après les 4 ou 5 premiers films avec Sean Connery, qui se déroulaient essentiellement en ville ou dans des endroits un peu paradisiaques ou des trucs ainsi, là c'est un peu nouveau, on va à la montagne, au ski, c'est vrai que ça change de d'habitude, et c'est vrai que ça a entre guillemets donné un très léger vent de fraîcheur à la saga, très léger, mais au moins c'est déjà ça de prix. En plus, le style 007 colle parfaitement avec la montagne, que ce soit pour les skis, pour les paysages, pour les chalets et tout. Franchement, je trouve que ça colle parfaitement. Et un autre truc qui change un peu par rapport aux autres films de la saga, la plupart des autres films, de tous les films de la saga, c'est la fin qui comporte plus ou moins un twist. Un twist. En tout cas, un truc que tu t'y attendais vraiment pas. Ce qui est vraiment le cas très 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 rarement, voire presque jamais chez James Bond, mais dans ce film là c'est vrai que la fin est assez surprenante, mais ça n'empêche que ce n'est pour moi pas un bon film. Honnêtement, si vous voulez vous refaire tous les James Bond et que vous voulez sauter celui-là,
franchement, je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment pas un James Bond indispensable et voilà. C'est pas pour rien que la Lazenby s'est fait virer directement, donc voilà. Pour la 24e place, on va faire un bond dans le temps et on va aller chercher un film de la filmographie de Roger Moore, qui est évidemment un très bon acteur et un très bon James Bond, mais franchement ce film-là, ils auraient pu l'éviter honnêtement. C'est le film L'espion qui m'aimait, qui d'un point de vue technique m'a vraiment convaincu. À ce point-là, c'est vraiment pas mal. Les scènes de ski notamment sont vraiment bien faites et t'as vraiment l'impression qu'elles sont contemporaines et ça c'est cool parce que le film est quand même sorti il y a plusieurs dizaines d'années. Il y a quelques effets spéciaux qui sont vraiment réalistes et ça montre que enfin j'ai envie de dire pour une fois, mais non pas vraiment, c'est pas vrai, mais c'est vrai qu'à l'époque tous les films James Bond n'étaient pas très sérieux d'un point de vue esthétique, technique. Voilà, c'est vrai que t'as l'impression qu'il y a des films vraiment où ça manquait de budget, et là franchement je trouve que c'est pas le cas. La relation entre James Bond et sa partenaire dans le film, l'espionne soviétique, j'ai oublié son nom, est cool, honnêtement, elle évolue bien, elle évolue correctement. Enfin voilà, c'est intéressant, je veux dire, c'est une relation assez différente par rapport à celle qu'il entretient généralement avec les femmes dans les autres films. Voilà, ceux qui connaissent James Bond savent pertinemment de quoi je parle. Les deux méchants, du coup, qui ont comme thématique principale la mer, l'eau, c'est juste catastrophique. Les deux sont juste pathétiques. Requin, je suis désolé, le mec il a fait, enfin ce personnage est revenu, je crois, ouais, peut-être une ou deux fois ou trois fois dans la saga, et ça a toujours été un méchant, mais juste catastrophique. Il est absolument pas charismatique, il fait pas peur du tout, il est juste con, il est juste moche en fait. Et non, franchement, il est plus malaisant qu'autre chose et c'est horrible. Et son boss, du coup, entre guillemets, avec les doigts palmés là, non plus. C'est le 10e film de la saga James Bond. Pour marquer l'événement, le réalisateur, je ne sais même plus qui c'est, n'a absolument rien fait. Mais vraiment du tout. Le film est vraiment comme tous les autres. Même si je voulais vous spoiler, je ne pourrais pas puisque vous savez tout ce qui se passe dans le film. Vous le savez, même si vous l'avez pas vu, vous savez tout ce qui se passe puisqu'il n'y a rien d'original à part un tout petit peu la relation entre James Bond et sa partenaire. Le reste, c'est vraiment la même chose. Enfin, c'est vraiment comme d'habitude en fait et je trouve ça vraiment dommage. Bref, film pas ouf, pour moi vraiment l'un des pires, le deuxième pire du coup. Voilà, Roger Moore, pas ouf sur ce coup-là. Hein, honnêtement, celui-là t'aurais vraiment pu le passer. Je ne vais épargner qu'un seul acteur de la saga James Bond dans cette vidéo. Tous les autres vont y passer et on va parler maintenant de Sean Connery qui propose du coup pour cette 23e place son pire film, James Bond, évidemment, Les Diamants sont éternels. Un peu à la manière de Au service secret de Sa Majesté qui commence vraiment son côté intéressant vraiment à la fin, quand il reste 20-30 minutes. Ici c'est vraiment la même chose. C'est très mal rythmé, on se fait chier du début à la fin et vraiment les seules scènes qui puissent attirer notre attention, c'est vraiment ouais, à 20 minutes de la fin, 30 minutes plus ou moins, enfin c'est... Voilà. C'est plus pour une fois une enquête policière, un truc un peu plus mystérieux qu'un vrai James Bond où là c'est une enquête, enfin c'est même pas une enquête, c'est une mission, c'est généralement des missions un peu plus palpitantes et un peu plus rythmées. C'est pas vraiment le cas et ça marche pas du tout honnêtement. Un film digne de la saga James Bond, ça doit quand même être un peu plus captivant, un peu plus aguichant je trouve, mais bon. Tant pis. Sean Connery avait quitté la franchise pour laisser place à George Lazenby. Heureusement, il est revenu pour un film et c'est celui-là. Après, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il est reparti définitivement. Et pour son dernier film en tant que James Bond, du coup, honnêtement, il se débrouille vraiment bien comme d'hab. Hein. C'est Sean Connery, vous allez me dire, mais voilà, ça a toujours été un superbe acteur et il le prouve encore ici. Tout comme Charles Gray qui joue Ernst Travo Blofeld, pardon. Et qui lui aussi est très bon honnêtement. Je pense que c'est l'acteur de Blofeld, à part, enfin voilà, si t'enlèves Christophe Waltz, qui a le plus marqué les gens, honnêtement. Esthétiquement, c'est assez agréable à voir, honnêtement, je trouve que le film vieillit vachement bien. C'est Guy Hamilton qui réalise le film, il avait réalisé Goldfinger avant, donc qui est le 3e film James Bond, dont on ne va pas parler aujourd'hui. Petit spoil. Bonne mise en scène honnêtement, un film qui encore une fois vieillit bien. Charles Gray est très bon en tant que Blofeld, par contre Blofeld en lui-même, le personnage, la manière dont il est utilisé dans le film, non, ça ne va pas du tout. Déjà c'est plus un personnage de second plan qu'autre chose, ce qui est déjà très dommage, et il manque d'impact, il manque de charisme, il manque de tout ce qu'il devrait avoir, et
c'est vraiment du gâchis pur et simple. Sans oublier la James Bond girl, enfin là, ouais, c'est plus ou moins une James Bond girl. Au début elle est avec Bond, puis elle est avec les méchants, puis avec Bond, puis avec les méchants. Elle change de camp toutes les 5 minutes et c'est vraiment chiant. Donc voilà, personnage vraiment pas ouf. Bref, un film encore une fois, honnêtement, c'est le dernier film de Sean Connery, je trouve que c'est dommage de terminer là-dessus, surtout que à la base il avait terminé avec un autre film qui était quand même meilleur, je me souviens plus c'est lequel, donc avant Au service secret de Sa Majesté, et s'il avait terminé là ça aurait été mieux, mais bon, voilà. Pour la 22e place, on retourne du côté de Roger Moore pour parler, je vais y aller le plus simple, du film Octopussy. Je pense qu'on est clairement sur l'un des films de la saga qui est le moins bien rythmé. Il y en a beaucoup qui sont vraiment pas bien rythmés. Il y en a beaucoup où tu te fais chier du début à la fin, mais celui-là, il bat vraiment tous les records. Il me semble que j'ai vu le film en 2 jours et en 3 fois pour le voir en fait, tellement qu'il passe à une lenteur abominable. L'histoire est chiante, l'enquête est chiante, il y a trop de détails, on se perd vite et c'est hyper dommage. Comme pour Les Diamants sont éternels, les personnages sont catastrophiques, le méchant, je sais même plus son nom, une sorte de sultan, de ce coin-là quoi. Le entre guillemets grand méchant du film, il me semble qu'au fond on le voit pas beaucoup. Encore une fois, pas du tout charismatique. La James Bond girl, encore une fois, pas du tout mémorable. Je me souviens même plus de sa tête, je me souviens même plus de son nom. Et elle aussi change de camp toutes les 4 minutes. Le film est réalisé par John Glenn, qui a réalisé quelques films de la saga James Bond. Et honnêtement, c'est pour moi un des meilleurs réalisateurs de cette saga. La réalisation ici est assez bonne, je trouve. Une bonne direction artistique, il y a pas mal de costumes, de palais, de décors et tout, qui sont intéressants, puisqu'il y a une partie du film qui se déroule dans cet univers là et c'est vrai que c'est assez convaincant à ce niveau là. C'est d'ailleurs grâce à ça que le film se démarque un peu des autres, puisqu'encore une fois voilà, c'est James Bond, c'est plus la ville ou des trucs plus ou moins rationnels, normaux, banals, et là c'est vrai qu'on quitte un peu la zone de confort de James Bond pour un truc un peu plus oriental, un peu plus éloigné. Par rapport au précédent film, bon ça va. Je veux dire, c'est pas un film catastrophique, mais un des moins bons James Bond, et voilà. On passe à un autre acteur, on va parler maintenant de Pierce Brosnan pour la 21e place. Pierce Brosnan qui est du coup le dernier acteur ayant joué James Bond avant Daniel Craig. Et pour la 21e place, je parle du coup du film Le Monde ne suffit pas. C'est dans ce film que Sophie Marceau joue une James Bond girl. J'ai toujours trouvé que c'était une mauvaise actrice, je n'ai jamais compris pourquoi les gens l'aimaient à ce point. Pour moi elle a toujours été mauvaise dans tout ce qu'elle faisait, enfin j'ai jamais compris. Et bah là elle confirme ça, voilà. Une James Bond girl absolument catastrophique, aucun charisme, aucun charme. Un peu comme Léa Seydoux en fait. Même Pierce Brosnan a toujours été meilleur que dans ce film là, franchement il nous a habitués à mieux et je trouve que sa performance dans le film est assez décevante. Le film parvient néanmoins à apporter quelques petites nouveautés qui s'acceptent, bien sûr, dans la saga. Bond a un esprit de protection qui est plus développé, qui est même, je pense, c'est la première fois qu'on l'aborde dans la saga. C'est un des James Bond les plus récents, il me semble que c'est l'avant-dernier James Bond avant que Daniel Craig n'arrive. Et voilà, budget de ouf, début année 2000, donc début année 2000 ou fin année 90, donc voilà. C'est vrai que techniquement, il n'y a pas grand chose d'étonnant, c'est très bon. C'est pas une première dans la saga, mais personnage, histoire, enquête, chiant, dénué d'intérêt, c'est catastrophique. Également très mal rythmé, bref, tous les défauts que je reproche à beaucoup de films de la saga, beaucoup trop. Vous l'aurez compris, c'est pour moi le pire film James Bond de Pierce Brosnan, et un des pires en général. Donc voilà, d'ailleurs j'ai plus beaucoup de souvenirs de ce film, mais c'est grâce aux notes que j'ai pu vous en parler, comme les précédents d'ailleurs. À la 20e place, on va à nouveau parler de Roger Moore, décidément, il en prend plein la gueule le pauvre. Mais bon, c'est celui qui a fait le plus de films, donc forcément c'est celui qui a fait le plus de films mauvais. Là j'avais parlé du film Dangereusement Vôtre. Il y a un truc que j'ai remarqué dans la saga qui est assez marrant et en même temps qui me casse un peu les couilles, c'est que au début, vraiment dans les premiers films, c'était techniquement ça n'a jamais été folichon, même si pour l'époque c'était déjà très respectable, mais je veux dire, ça ne proposait rien d'incroyable, et c'est vrai que voilà, c'est sans plus. Puis ça a vraiment augmenté, et après je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu encore un fossé, la courbe qui a redescendu, je sais pas pourquoi, et malheureusement ce film fait partie de cette courbe descendante, et vraiment, artistiquement, esthétiquement, il n'y a que dalle de proposer, c'est limite chiant à regarder. Il y a une scène où Bond s'échappe dans l'eau, je me souviens un peu exactement du contexte, mais voilà, il s'échappe dans l'eau, il nage, et pour
pour pouvoir respirer, en fait, sans remonter à la surface, sans que les ennemis puissent le voir. Qu'est-ce qu'il fait? Il attrape un pneu qui était dans l'eau, et il insuffle l'air qu'il y avait dans ce pneu. Je ne sais pas si c'est possible de faire ça dans la vraie vie, mais honnêtement, j'ai des doutes. Je sais pas, je m'y connais pas là-dedans, mais ça me semble chelou. Et le scénario en général est assez maladroit, je vais pas spoiler, mais voilà, il y a des trucs qui se passent à la fin où tu te dis, mais oui, c'est évident. Il y a un truc qui est cool par contre dans le film et qui est, mine de rien, et c'est triste à dire, assez rare dans la saga, c'est les méchants qui sont vraiment bons. Bon, évidemment, Christopher Walken, c'est un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma, évidemment, hein, c'est clair, et c'est vrai que je sais pas si c'est grâce à Walken, mais en tout cas son personnage dans le film est intéressant, charismatique, ses intentions sont pas respectables, pas du tout, mais ça a déjà plus d'impact que la plupart des autres méchants. Et sa partenaire, j'ai oublié son nom encore une fois, mais qui arrive, qui est une grande femme noire avec les cheveux courts. C'était quand même assez rare à l'époque de voir des femmes comme ça au cinéma. D'habitude c'était des belles nanas, petites, blondes, tout ça. Et c'est vrai qu'elle aussi elle marque, et elle aussi elle est charismatique. D'ailleurs les deux acteurs, donc Christopher Walken et Grace Jones, volent la vedette pour son dernier film malheureusement à Roger Moore, qui n'en est pas spécialement mauvais, hein. Il n'est pas mauvais dans le film, d'ailleurs il est même assez bon, mais il se fait voler la vedette, ce qui n'est au fond pas une mauvaise chose. Je veux dire que des personnages, que des acteurs plus secondaires volent la vedette à l'acteur principal sans que ce soit scénaristiquement le but, bah franchement je trouve ça très respectable. Donc voilà, film pas catastrophique, c'est déjà mieux que les autres, mais il y a beaucoup mieux évidemment, et voilà. On passe à la 19e place et on va maintenant reparler de Sean Connery pour, il me semble, le 4e film de la saga James Bond, donc après Goldfinger, c'est-à-dire le film Opération Tonnerre. C'est le premier film qui, à mes yeux, enfin c'est le premier film de la saga, à mes yeux, qui marque, entre guillemets, ou en tout cas qui a vraiment, qui soit intéressant techniquement. Je veux dire les 3 premiers, enfin même les 4 premiers, non, les 3 premiers, pardon, films sont en 1,66:1, donc c'est le format, c'était le format européen utilisé à l'époque. Maintenant c'est soit 1,85, soit 2,35, et Opération Tonnerre est en 2,35. Et c'est vrai que des films en 2,35 à l'époque, donc dans les années 60-70, c'était assez rare. Et c'est, je pense, c'est en grosse partie pour ça que le film m'a pas marqué techniquement, mais je me suis quand même dit, il y a quand même un level d'upgradé. Et même au niveau de la réalisation et tout, du sérieux technique, enfin c'est je pense la première fois qu'il y a vraiment ça dans la saga. Pour l'anecdote, le film se déroule en partie à Nassau, qui est la capitale des Bahamas et qui est également malheureusement la ville dans laquelle Sean Connery est décédé l'année passée. Bref, tout ça pour parler de Sean Connery évidemment, qui dans le film, comme d'hab, est très bon, très charismatique. Voilà, évidemment, je pourrais jamais dire le contraire de Sean Connery. On a aussi droit à la première James Bond girl française, Claudine Auger, qui est pas mal, honnêtement. Je trouve que ça va, enfin c'est comparé à pas mal d'autres James Bond girls françaises qui sont arrivées par la suite, comme Léa Seydoux et Sophie Marceau. Franchement, je trouve qu'elle se débrouille vachement mieux. Les 3 premiers films proposaient des personnages assez marquants, assez iconiques, Dr. No, Goldfinger, même James Bond lui-même. Là, je pense que c'est le premier film de la saga où il n'y a vraiment aucun nouveau personnage de vraiment marquant. La fin est bâclée, bon ça c'est comme dans la plupart des films de la saga, l'histoire est pas incompréhensible, mais encore une fois, comme je sais plus quel film dont j'ai parlé avant, trop compliqué à comprendre, il y a trop de détails, il y a trop de liens entre les personnages, entre des situations, et tu te dis mais c'est pas que ça n'a pas de sens, c'est juste que c'est trop compliqué, c'est juste un film d'espionnage, et je pense que voilà, ça aurait été mieux qu'on se calme au niveau du scénario, où c'est normalement dans un film d'espionnage censé être plus light, plus simple. Musique très cool aussi, sans parler évidemment de la musique principale qui revient dans évidemment tous les films de la saga. Il y a d'autres musiques qui sont cool, c'est je pense la première et dernière fois que j'ai remarqué ça dans un film James Bond. Voilà, parce que d'habitude voilà, c'est toujours la même musique qui revient dans les James Bond, c'est-à-dire la musique principale qui est un peu remixée. Là, il y a quelques autres musiques qui sont assez sympas, je trouve. Donc honnêtement, c'est pas un mauvais film, enfin c'est pas un très mauvais film, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, hein, Thunderball, mais voilà, je trouve qu'on commence à rentrer dans des bons films, ça commence à aller, mais voilà, c'est pas encore ça. Toujours du côté de Sean Connery, décidément, on va quasiment faire toute sa carrière dans cette vidéo, non je rigole. Donc voilà, encore un film avec Sean Connery pour cette 18e place, le film On ne vit que 2 fois. Ça remonte un peu, mais
Il y a des scènes, enfin les scènes dans l'espace, les scènes avec la fusée, enfin la capsule et tout. Putain, ça fait tellement mal aux yeux. Je suis désolé, vous allez me dire, oui mais bon, c'était il y a 54 ans, dans fin des années 60, tu vas pas nous chier une pendule pour des effets spéciaux. Enfin à l'époque c'était vraiment pas voilà, le point fort dans le cinéma, le point fort des films. En fait, c'est vrai, mais putain, regardez des films comme 2001, ou même Star Wars qui est arrivé pas si longtemps après, enfin, c'était bien mieux, enfin évidemment c'était bien mieux, vous le savez. Enfin là c'est juste catastrophique. Je pensais que c'était une blague au début, je me suis dit mais comment est-ce qu'on peut laisser passer ça? Je veux bien qu'à l'époque le fait que les effets spéciaux soient pas vraiment réalistes, c'était normal, mais merde, respectez quand même le mec qui va regarder le film. Film qui se déroule au Japon, il y a du coup des personnages japonais qu'on ne retient pas parce qu'ils sont pas du tout charismatiques, enfin la plupart en tout cas. Il y a un truc que j'ai remarqué dans le film aussi, c'est que le début est très bien rythmé, puis c'est catastrophique, on perd un rythme de fou et on comprend pas pourquoi d'ailleurs. Et la fin, par contre, ça va. Les 10, 15, 20 dernières minutes du film, ça va. Mais le fossé du rythme nul est évidemment plus long que les deux autres. Et ça, bah forcément, c'est problématique puisque ça veut dire que la majorité du film est chiant. Et par contre, quelque chose que j'ai trouvé cool, d'habitude, enfin en tout cas à cette époque-là, d'habitude, James Bond se battait pour le MI6 contre généralement des associations de terroristes pas forcément très importantes ou en tout cas qui n'avaient pas forcément un impact potentiel impressionnant. Là, c'est bien plus impactant forcément. La mission de Bond consiste à empêcher une guerre nucléaire, je crois, ou en tout cas une guerre entre les deux plus grandes puissances militaires mondiales, à savoir la Russie et les États-Unis. C'est déjà plus intéressant. Un James Bond au Japon, honnêtement, je dis oui 1000 fois. Voir un film James Bond qui se déroule au Japon, c'est d'ailleurs le seul. Je trouve que c'est vraiment cool, ça change, c'est original. Bon, évidemment, les codes de James Bond se retranscrivent au Japon, donc voilà, c'est pas non plus un changement radical au niveau du personnage et au niveau des thématiques, hein, mais c'est quand même cool, ça change quand même un peu, surtout esthétiquement. Et on a enfin droit à Ernst Travo Blofeld comme méchant, le mec qu'on voyait au moins une fois dans un caméo dans tous les films de la saga James Bond, enfin en tout cas dans les 5 premiers du coup, et c'est enfin dans ce 6ème qu'il est le méchant du film, même si on le voit pas énormément, c'est quand même déjà cool. Donc là encore, film bon, c'est pas encore tout à fait ça, hein, mais c'est vrai qu'encore une fois, on est je pense là vraiment dans des bons films, pas les plus marquants de la saga, mais pas les daubes comme enfin les daubes, c'est peut-être un peu exagéré, mais pas les mauvais film dont j'ai parlé au début. À la 17ème place, on va reparler pas de Sean Connery, de Roger Moore. On est encore plus ou moins dans la même qualité, c'est-à-dire pas ouf, mais pas catastrophique. Et je parle maintenant du film Moonraker, avec le requin en méchant, enfin pas en grand méchant, mais il fait partie des antagonistes. Vous connaissez mon amour pour requin et... Pourquoi? Argument que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, mais encore une fois, voilà, il est valable pour beaucoup trop de films de la saga, et pour celui-là, y compris, le rythme est mauvais, on se fait chier. C'est un film d'espionnage, on est censé être captivé du début à la fin, et c'est loin d'être le cas. Par contre, comparé à Opération Tonnerre, du coup, par rapport aux scènes dans l'espace, où là c'était juste à gerber, ici Moonraker se déroule aussi en partie dans l'espace, et là, évidemment, et heureusement c'est bien mieux. Techniquement c'est même vraiment impressionnant pour l'époque. Le film est arrivé un peu après 2001 et Star Wars, qui sont les deux seuls films qui, à ce moment-là en tout cas, avaient, à mes yeux en tout cas, apporté quelque chose de réaliste au cinéma par rapport aux scènes dans l'espace. Et du coup Moonraker est venu après et fait partie de cette catégorie de films, je trouve. Le film démarre sur une enquête, enfin démarre. Voilà, on va dire que les 20-25 premières minutes du film reposent sur une enquête de James Bond sur le personnage de Drax, qui est joué par Michael Lonsdale, et franchement cette enquête, elle dure pas hyper longtemps, mais elle est captivante, un truc de ouf. C'est vraiment la seule partie du film qui m'a captivé. Encore une fois, pour le reste, c'est un rythme nul à chier. Il me semble que c'est la première fois que James Bond fait équipe avec une femme sans la draguer, sans coucher avec, sans la séduire, il me semble, hein, si je dis pas de conneries, et c'est cool. Franchement c'est cool, parce que voilà, pour une fois que James Bond a une relation avec une femme qui n'est pas prévisible, qui ne soit pas, voilà, vraiment à chaque fois on se dit, bon, il va la pécho, il va coucher avec et basta. Là, non. Enfin, il me semble que non, si mes souvenirs sont bons. C'est juste des partenaires professionnels et ça suffit amplement. On passe à la 16ème place avec Roger Moore, décidément le pauvre. Je n'aime pas trop la filmographie de Roger Moore en tant que James Bond, même si l'acteur en lui-même, en tant que James Bond, était extraordinaire. Et pour la 16ème place, là c'est vrai qu'on commence vraiment à rentrer dans des films cool.
Je parle du film Vivre et laisser mourir, qui est d'ailleurs le premier film de Roger Moore en tant que James Bond. C'est le premier vrai film où on remplace Sean Connery. Et Roger Moore se débrouille merveilleusement bien, on va pas se mentir. C'est comme Sean Connery, moins que Sean Connery forcément, mais à l'image de Sean Connery, il est charismatique, il est bon acteur, il est séducteur, bref, il est parfait quoi. À ce moment-là, je crois que c'est le 8e film de la saga, puisqu'il y en a eu 7 avant, 6 avec Sean Connery, 1 avec Lazenby. 8e film de la saga, et je pense que c'est clairement, à l'époque en tout cas, celui qui se démarquait le plus par rapport au précédent, ce qui n'était d'ailleurs pas très compliqué, on va pas se mentir. Là, il y a beaucoup d'acteurs noirs, ça se déroule en grosse partie dans les Caraïbes, il y a un nouveau méchant, le début du film est assez chelou, la musique du film est juste incroyablement marquante, c'est la musique de Paul McCartney, Live and Let Die. Un des rares films, ou en tout cas un des seuls films de cette vidéo-là, de cette première partie de classement, qui soit vraiment, à mes yeux, au niveau du rythme, très convaincant. Pas grand chose à dire, pour une fois vraiment je me tais. Les précédents opus racontaient très peu de choses en beaucoup de temps, et celui-là raconte beaucoup de choses en peu de temps. En revanche, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je vous avais raconté cette fameuse histoire de la courbe qui descend niveau esthétique, technique, où au début c'était bas, puis ça a monté, puis c'est redescendu. Là, on ne va pas se mentir, c'est avant la courbe qui monte. Et quand on sait que c'est le 8e film, c'est quand même problématique, parce qu'après 8 films, t'es quand même censé augmenter la courbe. Ça fait quand même pas mal de temps que tu fais des James Bond, ou en tout cas ça faisait pas mal de temps que la saga James Bond était enclenchée. D'ailleurs c'est vraiment un film qui vieillit encore moins bien que les 7 premiers, je trouve. Je sais pas comment expliquer, mais franchement vous prenez de Dr No à On ne vit que deux fois, non, à Les Diamants sont éternels, cela vieillit. Certains ont bien vieilli, d'autres pas trop, mais en tout cas celui-là, c'est encore moins bon à ce niveau-là. Film original certes, ça aborde des cultures qu'on n'avait pas l'habitude de voir chez James Bond, qu'on n'a d'ailleurs plus jamais vu. Ok, mais le scénario part tellement en couille. La culture des personnes, du peuple, je sais pas trop quoi, qui est développée dans le film, c'est hyper chelou. Il y a de la cartomancie, de la magie noire, c'est vraiment un film qui est dérangeant. Même le début du film avec le cercueil, la scène avec le cercueil, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe bordel, c'est quoi ce délire? Il y a du vaudouisme, il y a des capsules de gaz ou je sais pas quoi, enfin vraiment il y a des trucs, c'est vraiment obscur, ça part vraiment en couille. En plus il y a beaucoup de trucs, il y a des masques, il y a vraiment des trucs de magie, de je sais pas quoi, et pour un James Bond, c'est peut-être un peu trop. Mais franchement, bon film, c'est vraiment, là c'est un bon James Bond, on n'est pas dans les meilleurs, mais on n'est pas vraiment dans les pires. En tout cas, on est entre les deux. Donc voilà, c'est quand même pas mal. J'ai dit que je n'allais épargner personne à part Daniel Craig dans cette première vidéo. Et il y a encore un acteur dont on n'a pas parlé. Vous savez de qui je parle de Timothy Dalton. Timothy Dalton qui n'a fait que 2 films, malheureusement, en tant que James Bond. Tuer n'est pas joué et Permis de tuer. On va parler aujourd'hui de Tuer n'est pas joué. Pour du coup la 15e place, donc encore une fois premier film sur 2 de Timothy Dalton qui malheureusement pour son premier film, pour le deuxième on y reviendra dans quelques semaines, mais pour le deuxième je trouve qu'il s'était vachement amélioré. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve ça dommage qu'il ne soit pas revenu après. Encore une fois voilà, tu dois passer après Roger Moore, après Sean Connery, c'est vrai que c'est chaud. Mais quand même, il manque de charisme, même niveau du jeu en lui-même c'est pas super bon. Mais encore une fois, ça s'améliore après. Encore une fois, c'est des problèmes qui viennent assez régulièrement, mais histoire trop difficile, rythme pas bon. Ça commence bien au niveau du rythme, ça termine bien au niveau du rythme, mais entre les deux, il y a un énorme fossé, et le film est vraiment trop lent. En revanche, il y a de temps en temps quelques petits rebondissements, quelques petits changements de situation qui sont cool, mais ça rattrape pas non plus le mauvais rythme du film, c'est vrai, mais c'est quand même bon à prendre. La musique principale change un petit peu, elle est un peu remixée, il y a des nouvelles musiques aussi, c'est assez cool. J'aime beaucoup la James Bond Girl de ce film, alors évidemment, comme d'habitude, j'ai oublié son nom, j'ai oublié l'actrice, j'ai oublié tout ça, mais j'aime beaucoup cette James Bond Girl, pourquoi? Parce qu'elle est belle, elle est attachante, sans artifice, sans mise en scène de son corps aguichante, sans tenue spécialement... voilà. Il y a aussi John Rhys Davies, l'indémodable qui a joué dans Seigneur des Anneaux, dans Indiana Jones. Il joue le méchant du film là et il est très bon comme d'hab. C'est John Rhys Davies, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc pour son premier film, Timothy Dalton en lui-même, niveau de l'acteur ne me convainc pas, mais niveau du film, je trouve que ça va. Encore une fois, c'est pas le meilleur James Bond, il n'est pas dans les meilleurs, mais
il y a bien pire. Honnêtement, il y a bien pire, hein, vous le savez, hein, je vous en ai parlé. Pour la 14e place, on refait un bond dans le temps et on va aller voir Pierce Brosnan pour le film Demain ne meurt jamais. Comme souvent, histoire trop compliquée, rythme mauvais. C'est dommage parce que les précédents films avaient été assez satisfaisants à ce niveau-là, et là malheureusement voilà, il y a un relâchement. L'histoire est pas vraiment originale, même pas du tout, c'est toujours les mêmes thématiques qui reviennent, c'est toujours les mêmes enjeux politiques qui reviennent, c'est toujours James Bond, il se met toujours en alliance avec une personne soit noire, soit chinoise, soit on sait pas quoi. Là en l'occurrence c'est une chinoise, je crois, c'est Michelle Yeoh. Donc c'est toujours la même chose, c'est toujours un peu redondant, surtout que voilà, le film est arrivé fin années 90, début années 2000, donc c'était un peu les moments où on commençait un peu à faire du cinéma un art, un outil politique. Ça a toujours été le cas, mais bien plus maintenant forcément, et bah, du coup la saga James Bond a évolué avec ça, hein. On l'a vu avec la saga avec Daniel Craig, c'est flagrant. Après, le triangle de personnages est cool, donc par triangle de personnages, enfin personnages, acteurs surtout, je parle de James Bond, donc Pierce Brosnan, le personnage de Michelle Yeoh et le méchant joué par Jonathan Pryce. Acteur légendaire incroyable. Un bon trio, honnêtement, 3 bons acteurs, 3 bons personnages, pas grand chose à dire. C'est également à cette période-là, plus ou moins, hein, que la révolution technique au cinéma a commencé à faire son apparition. Et c'est le premier film qui en profite, niveau de la mise en scène, niveau des effets visuels, enfin des effets spéciaux et visuels. C'est vraiment pour moi le premier film de la saga James Bond à utiliser des nouveaux trucs d'un point de vue technique et à vraiment être plus contemporain. On passe un peu plus rapidement, hein, parce que j'ai plus grand chose à dire sur Demain ne meurt jamais. On passe à la 13e place, si je ne m'abuse. Et pour la 13e place, on va parler d'un des James Bond les plus cultes, si ce n'est en fait le plus culte, parce que c'est le premier. Vous l'aurez compris, je parle du premier film James Bond, donc du coup qui est sorti en 1962, donc il y a maintenant quasiment 60 ans. C'était du coup Sean Connery qui interprétait James Bond à l'époque dans le film James Bond contre Dr. No. Je ne peux nier la cultissimité de ce film, l'icône qu'il a créé. Enfin évidemment James Bond est arrivé par les romans de Ian Fleming, pas par les films, hein, bien sûr, mais on va se mentir, James Bond est devenu culte grâce au cinéma, grâce à sa saga de films, et cette saga de films justement commence avec ce film là, donc comment ne pas respecter ce film? Évidemment, après, c'est loin d'être le James Bond le plus populaire, c'est loin d'être le film c'est loin d'être le meilleur film de la saga, mais c'est quand même un bon film. Pour le premier opus de la saga, rythme bon, histoire cool, assez simple, c'est pas trop tiré par les cheveux comme ça a été le cas plusieurs fois par la suite. Tout s'enchaîne spontanément, encore une fois, le rythme est bon, on s'ennuie pas vraiment, en plus le film est assez court, c'était pas les James Bond de 2 heures comme la plupart comme c'était le cas pour la plupart après. Celui-là il dure moins longtemps je crois. Encore une fois, un triangle de personnages extrêmement efficace. Pourquoi? Parce que forcément James Bond, Sean Connery, cultissime, charismatique, tout ce que vous voulez. La James Bond Girl, c'est Ursula Andress qui est peut-être la sex symbole avec un grand S de l'histoire, vraiment, enfin une des femmes les plus convoitées, en tout cas à l'époque elle était considérée comme la plus belle femme du monde. Et le méchant du coup Dr. No, le méchant est cool, charismatique et tout, enfin charismatique. J'ai du mal avec l'acteur qui, pour moi, propose vraiment un jeu extrêmement plat, extrêmement monotone. C'est même pas vraiment un jeu, en fait. Après, le personnage en lui-même est cool et menaçant, donc c'est tout ce qu'on demande. Évidemment, pour un film sorti il y a presque 60 ans, c'est impressionnant comment le sérieux technique était déjà là. Bon, certes, il y a eu un relâchement après, mais pour un premier film, je trouve, vu l'âge du film, c'est quand même impressionnant. Les effets spéciaux, les décors, les costumes pas vraiment, mais enfin si, même les costumes, enfin bref, tout, je trouve ça vraiment impressionnant. Évidemment, le cinéma, ça existe depuis très longtemps et il y a toujours eu un sérieux artistique apporté au cinéma, évidemment, parce que ça a toujours été considéré comme un art, enfin, ça a toujours été un art. C'est les premiers blockbusters, enfin, c'est pas vraiment un blockbuster parce que le premier blockbuster, c'est Les Dents de la Mer qui est arrivé une dizaine d'années après, mais pour moi, le premier blockbuster, c'est ce film-là, en fait, c'est même avant Les Dents de la Mer, pour moi, c'est celui-là. Il n'y a pas de débat en fait. Après forcément le film ne vieillit pas si bien que ça. Évidemment pour l'époque, ce qu'il y avait déjà comme effets spéciaux comme tout, c'était vraiment impressionnant évidemment, mais forcément quand tu le regardes en 2021, ça a mal vieilli. C'est voilà, forcément rien que les scènes de fusillade où le bruit de la balle c'est un bruit, c'est comme dans les westerns, les trucs vraiment clichés, c'est même pas un bruit de balle, c'est un bruit de caoutchouc, je sais pas quoi, enfin voilà. Si ça a été que dans une ou deux scènes, à la limite ça aurait pu passer, mais là c'est vraiment tout le long du film, il n'y a que des scènes de fusillade, et du coup tu te retrouves toujours avec ce bruit horrible et des scènes qui sont, on va pas se mentir,
pas extrêmement réaliste, donc c'est vrai que ça gâche un peu tout, enfin tout, pas tout, mais ça gâche un peu le sérieux technique du film qu'on avait pu remarquer malgré l'âge extrêmement avancé de l'œuvre. C'est également un film qui scénaristiquement se prend pas tant que ça au sérieux, enfin se prend au sérieux, mais tu sens quand même que en vrai les scénaristes s'en battaient un peu les couilles. T'as Ursula Andress qui arrive, tu sais pas d'où elle débarque, mais elle débarque de la plage, de la mer. Elle arrive, elle rencontre Bond et en 2 minutes elle lui fait confiance, peut-être même qu'elle l'embrasse, je sais pas. Donc voilà, là tu te dis, bon, il y a quand même un truc qui cloche. Si tu fais ça en 2021, évidemment que ça passe pas. Je parle au niveau scénaristique, tu te dis, tout le monde dans la salle va se dire, mais c'est n'importe quoi. À quel moment elle lui fait confiance en 2 minutes? Ça n'a aucun sens. Dr No les invite, James Bond et sa James Bond girl, et ils acceptent. Incompréhensible. Encore une fois, bon, forcément c'est des facilités scénaristiques, c'est pas choquant à l'époque qu'il y ait des facilités scénaristiques parce que tu peux pas te permettre de faire n'importe quelle scène, tu peux pas te permettre voilà, à l'heure actuelle, peu importe le scénario que tu as dans tes mains, tu peux le faire le film. À l'époque il fallait quand même régler des trucs pour, voilà, parce que tu pouvais pas faire ce que tu voulais à l'époque, il y a 60 ans au cinéma tu pouvais pas faire ce que tu voulais, donc il fallait quand même adapter le scénario en fonction de ce que tu savais faire en fait, et ça se ressent. Bref, bon film, cultissime, pas l'un des meilleurs James Bond pour moi quand même, mais voilà, j'ai un respect éternel pour ce film évidemment et on devrait tous l'avoir parce qu'il a créé un mythe, tout simplement. Si on enlève la saga avec Daniel Craig, on se retrouve avec comme premier film de la saga James Bond, du coup James Bond contre Dr No, et en dernier film, Meurt un autre jour, que j'ai du coup mis à la 12e place. Meurt un autre jour, donc le dernier film de Pierce Brosnan en tant que James Bond, film avec Halle Berry qui est du coup la James Bond girl du film. Moi j'adore Halle Berry, j'ai toujours été amoureux de cette meuf. Elle forme un duo terriblement efficace avec Pierce Brosnan, donc avec James Bond. D'ailleurs tous les acteurs du film sont plus ou moins bons, donc que ce soit Pierce Brosnan, Halle Berry ou même Toby Stephens, je crois qu'il s'appelle comme ça, donc l'acteur qui joue le méchant. J'ai enfin eu l'impression, en voyant ce film, de voir un film qui innove, de voir enfin une vraie suite, un vrai nouveau film de saga, pas la même chose, mais avec des recettes, des ingrédients différents. Et c'est très cool, je fais référence à quoi? Je fais référence tout simplement au début du film, où, c'est pas vraiment un spoil parce que c'est le début du film donc on s'en va un peu les couilles, où James Bond est emprisonné, torturé pendant plusieurs mois, puis il revient en Angleterre mais il est démis de ses fonctions par le MI6 du coup, donc il est plus espion, enfin bref, il perd son matricule, enfin voilà, c'est jamais de la vie ça n'aurait pu arriver à James Bond dans un film précédent, avec les autres acteurs, etc. On a droit aux premiers vrais effets visuels de la saga, notamment à la fameuse Aston Martin DB5 qui peut se rendre invisible. Je sais pas si c'est la DB5, je pense que c'est la DB5 qui peut se rendre invisible dans le film. Et honnêtement, je trouve que ça va. Je trouve que l'effet est pas mal. Sans plus, évidemment, ça ne révolutionne rien, mais c'est surtout que c'est sorti 2002, je crois, donc... ouais, ça passe. Après, justement, d'un point de vue scénaristique, le fait que cette voiture puisse se rendre invisible, je suis désolé, mais non, ça va pas, on n'est pas dans Harry Potter, on n'est pas dans un film de magie, dans un James Bond plus magie, parce qu'on va pas se mentir, le fait que l'Aston Martin puisse se rendre invisible, c'est clairement de la magie, c'est rien d'autre. Je suis pas pour, je veux dire, la magie, ou en tout cas ce genre de trucs n'ont absolument rien à faire dans une saga comme James Bond, qui est une saga qui n'est pas une saga de fantasy, de fantastique ou de science-fiction ou je sais pas quoi, c'est une saga d'espionnage. Il y a aussi une technologie qui permet de changer de visage, là encore, voilà, c'est pareil, hein, ça n'a aucun sens. Et ce sont bien entendu des facilités scénaristiques. Les méchants sont juste catastrophiques. J'ai oublié, à part Toby Stephens, j'ai oublié les acteurs, mais même le personnage de Toby Stephens est vraiment nul. Je pense que la dernière fois que j'avais vu un méchant dans la saga James Bond, aussi peu charismatique et aussi ridicule, c'était Requin. Ils sont pas mémorables, enfin si, ils sont mémorables, mais négativement. On les retient parce qu'ils sont nuls. Mais voilà, malgré que ce soit l'un des films James Bond les moins populaires, je dois dire que j'aime bien ce film, honnêtement. Bon, évidemment, s'il est dans cette partie de vidéo, c'est qu'il n'est pas dans les meilleurs, c'est qu'il n'est pas dans mon top 10, donc il n'y a rien non plus d'extraordinaire, mais franchement, je trouve que c'est un bon film. Sans plus, encore une fois, mais... j'ai pas passé un mauvais moment devant, pas du tout. Et on passe du coup à la 11e place, du coup au dernier film de la vidéo. On se retrouvera, comme je l'ai déjà dit, dans plusieurs semaines, je vous mets la date ici, pour mon top 10, pour la seconde partie de la vidéo. Et pour la 11e place, donc là on vient de parler du dernier film de Pierce Brosnan, eh bien parlons maintenant du premier film de Pierce Brosnan, GoldenEye. J'ai vraiment hésité entre ce film-là et le film que j'ai mis à la 10e place, donc dont je vous parlerai plus tard. J'ai vraiment hésité à mettre GoldenEye dans le top 10. Au final, je l'ai pas mis, mais ça aurait vraiment pu parce que, franchement, c'est
un bon film, mais vraiment un bon film. Le film dure 2h10, ce qui est quand même assez conséquent, mais l'histoire reste cool, assez bien rythmée, captivante, divertissante. Franchement, à ce niveau-là, pas grand-chose à dire. Vous l'aurez compris, vous l'aurez remarqué, pour moi, l'un des gros problèmes de la saga, enfin l'un des problèmes de la saga qu'on retrouve dans beaucoup de films, c'est les personnages. Ici, franchement, c'est pas du tout le cas. Je trouve que tous les personnages, ou en tout cas la plupart, la grosse majorité, sont marquants et ont tous leur utilité. Que ce soit James Bond qui est joué par un nouvel acteur qui est clairement né pour jouer James Bond. Hein. Pierce Brosnan, c'est vraiment, il ressemble plus à James Bond que James Bond. Famke Janssen qui joue une terroriste soviétique ultra charismatique, vraiment incroyable. Sean Bean qui joue 006. Donc l'ancien allié et ami de Bond. Qui dit nouveau personnage dit nouveaux acteurs, hein, j'en ai déjà parlé brièvement. Pierce Brosnan, très charismatique, très bon, j'ai vraiment rien à dire, très bon James Bond. Il n'a pas été parfait dans toute sa filmographie, mais je trouve que pour ce premier opus, pour ce premier film en tant que James Bond, l'acteur irlandais, faut préciser, se débrouille très bien. Famke Janssen est magistrale, Sean Bean très bon comme d'habitude, bref, rien à dire, niveau du casting, c'est très très bon. Le film commence par une scène d'un saut à l'élastique, il me semble d'ailleurs que ça a été pendant très longtemps, si ce n'est encore maintenant d'ailleurs, le record du monde de saut à l'élastique, de la plus grande hauteur de saut à l'élastique. Du coup c'était pour ce film, donc c'est assez cool. La scène est impressionnante, franchement c'est incroyable. Après pour le reste, pour les autres scènes de ce type, donc les scènes d'action, les scènes un peu qui ont demandé une certaine préparation technique, sont pas ouf. La scène du tank notamment, où tous les effets spéciaux se laissent voir et c'est vraiment pas ouf. Il y avait quelque chose d'assez intéressant à faire potentiellement hein, d'un point de vue technique. Malheureusement Martin Campbell, qui reviendra plus tard pour réaliser Casino Royale, dont on parlera du coup dans quelques semaines, peut-être, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas, essaye de copier un peu des Terrence Young, des John Glenn, tous les grands réalisateurs qui ont travaillé sur la saga avant lui, et il fait quelque chose d'assez obsolète, et il se démarque pas assez au niveau de sa mise en scène dans le film, avec ce film, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Après, franchement, encore une fois, j'ai hésité à mettre ce film dans le top 10, et voilà, franchement, c'est un des meilleurs James Bond, le 11e du coup, ce qui est pas mal pour une saga de 25 films. Voilà, honnêtement, j'ai bien aimé ce film. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette première partie de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, bref vous connaissez la chanson. On se retrouve du coup dans quelques semaines pour la seconde partie de la vidéo, et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour, cette fois par contre, elle sortira normalement bien à cette date là, la filmographie de réalisateur sur Wes Anderson, qui à la base, c'est vrai, devait sortir aujourd'hui, je m'en excuse 1000 fois. D'ici là, je vous dis à très bientôt, salut.